Ladies and gentlemen, I would like to know that this presentation will happen in French. So if you need translation, you can get headsets just at the entry of the room. Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Je vous remercie de vous être déplacés rapidement vers cette salle de manière à assister à l'ouverture officielle de la journée découverte Sénégal. C'est un honneur pour moi, à nouveau, d'être présente dans le cadre de cette journée qui permettra donc à tous ceux qui ont participé aujourd'hui au Forum Africa d'en savoir plus sur les opportunités d'investissement au Sénégal. Sans plus tarder, je demande à Madame la Présidente du Forum, Madame Amina Jarba, à dire quelques mots. Merci. Bonjour. Je suis très heureuse ce matin d'accueillir la délégation du Sénégal qui est finalement arrivée au complet. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour nous, c'est un honneur d'avoir le Sénégal comme pays vedette de cette 7e édition du Forum Africa. Merci. Donc, comme je disais, c'est un honneur pour nous d'accueillir le Sénégal comme pays vedette de cette édition. C'est un honneur parce que le Sénégal, pour tous les Africains, pour toute la communauté internationale, est un modèle. Pourquoi nous avons choisi le Sénégal comme pays vedette? Beaucoup nous posent cette question-là. C'est ici le moment pour moi de dire pourquoi nous avons choisi le Sénégal. Alors, comme vous savez, le Sénégal fait partie... c'est bon? Donc, le Sénégal fait partie de la francophonie et le Sénégal a accueilli l'année dernière le sommet de la francophonie, durant lequel sommet on a eu un forum économique de la francophonie. J'étais moi-même conférencière durant ce forum-là et j'ai pu suivre ce qui se passe au Sénégal. J'ai pu constater les avancées de ce pays et j'ai surtout apprécié le plan Sénégal émergent qui a été initié par le président Macky Sall et qui est suivi vraiment de très très près par le président et tout son gouvernement. C'est l'une des premières raisons qui a fait que nous orientions notre regard vers ce pays-là. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que le Sénégal fait partie des pays prioritaires pour la coopération canadienne. Je salue ici les représentants du ministère des Relations internationales du Québec, mais surtout également le ministère des Affaires étrangères du Canada qui nous appuie et qui a permis cette année d'avoir quasiment 99% d'obtention des visas pour toutes nos 20 délégations africaines ici présentes pour cette 7e édition. Donc ça montre l'avantage ou plutôt le sérieux du forum depuis son lancement, depuis 2003. En fait, c'est 12 ans cette année. Nous avons fait du chemin parti de 150 participants en 2003. Nous sommes rendus aujourd'hui à 484 qui ne sont pas là ce matin, peut-être parce que c'est encore très tôt pour certains, mais qui vont remplir la salle du déjeuner-conférence du Sénégal, durant lequel le ministre Ba va prononcer un mot important et le directeur général de la PIX va faire la présentation de ce programme Sénégal émergent. Donc, on a fait beaucoup de chemin et on est très fiers aujourd'hui d'accueillir le Sénégal comme pays vedette. La troisième raison, c'est que le gouvernement du Québec a décidé d'ouvrir son premier bureau international en Afrique et ça sera basé à Dakar, au Sénégal. Donc ça, c'est un mot... c'est une indication importante qui montre que le Sénégal vraiment fait partie des pays de choix pour le Canada et pour le Québec qui nous appuient grandement dans cette initiative.
Donc, la dernière et pas la moindre raison, c'est que le Sénégal, comme vous savez, est un modèle de démocratie, un modèle de stabilité en Afrique. Et pour ces 4 raisons, nous sommes vraiment fiers de recevoir cette forte délégation du Sénégal, constituée en tête par le ministre Ba, représentant personnel du Premier ministre qui n'a pas pu faire le déplacement, et le ministre de l'énergie, le ministre Ba et le ministre des Finances, de l'économie du Sénégal. On a le ministre de l'énergie qui est présent ici avec nous, le ministre de la promotion du plan Sénégal PSE qui est également présent, et la ministre, Madame Bey, qui est la ministre de la promotion des investissements, des partenariats et des téléservices de l'État. Je vous souhaite un bon forum, une belle journée découverte du Sénégal, un pays que j'aime beaucoup et un pays qui va vous surprendre ce matin. Merci. Je remercie Madame Gerba. J'appelle maintenant Monsieur donc, le chef de la délégation du Sénégal, Excellence ministre de l'économie, des finances et du plan, Monsieur Amadouba, se joindre à nous. Madame Amina Gerba, PDG de Afrique Expansion, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs, honorables invités, Mesdames, Messieurs. Je voudrais tout d'abord, au nom de mes collègues ici présents, mais surtout au nom du Premier ministre et du Président de la République, souhaiter la bienvenue à cette journée du Sénégal. Merci de l'honneur fait à notre pays de lui consacrer la journée de clôture de ce forum. Les plus beaux instants d'une histoire sont le commencement et la fin. C'est ce qu'on retient le plus d'un événement. Je vous remercie, Madame, pour les mots aimables tenus à l'endroit du Sénégal. N'hésitez pas aussi à nous dire ce que nous devons faire pour améliorer dans notre démarche, ce que nous devons améliorer dans notre démarche pour mieux aller de l'avant. Madame Amina Gerba, le continent africain vous est reconnaissant de vos efforts pour la promotion de ses performances au Canada et le renforcement de nos relations. Je vous félicite pour la pertinence des thèmes de cette 7e édition du Forum Africa de Montréal sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique. Mesdames, Messieurs, cette journée du Sénégal nous offre l'opportunité de vulgariser notre stratégie de développement économique, dénommée Plan Sénégal émergent. Le pays se regorge d'opportunités d'affaires, notamment pour les entreprises canadiennes, parce qu'il regorge de projets créateurs de valeur ajoutée et de profit, tant pour l'investisseur que pour les populations sénégalaises. La croissance actuelle de l'économie sénégalaise est soutenue par le secteur bancaire et celui des télécommunications. L'ambition du PSE est justement de bâtir de nouveaux piliers de croissance sur la base des avantages comparatifs de notre économie. C'est ainsi que nous sommes en train de créer un hub minier. L'expertise canadienne en la matière est certaine, ce qui nous offre de belles perspectives de coopération. Nous sommes un pays exportateur d'or aujourd'hui. Nous disposons de diverses ressources minières auxquelles viennent s'ajouter les récentes découvertes de pétrole et peut-être même de gaz au large de nos côtes. Nous comptons bâtir également un système de production agricole moderne, développer le tourisme et créer la plateforme de services. Mesdames, Messieurs, l'action du gouvernement est tournée vers l'amélioration de nos performances économiques.
en atteste l'évolution de notre taux de croissance qui est passé de 1,7% en 2011 à 4,7% en 2014. Nous comptons réaliser un taux de 5,4% en 2015. Le président Macky Sall a fait de la croissance soutenue une grande priorité de sa gouvernance économique afin de bâtir un Sénégal émergent pour tourner la page d'un Sénégal indigent. Nous souhaitons que ce forum soit le déclic d'un contrat de confiance avec les entreprises canadiennes pour un partage équitable des gains de croissance attendus du plan Sénégal émergent. Ces gains de croissance se traduiront par une gouvernance vertueuse. Ces gains de croissance se réaliseront avec une autosuffisance alimentaire avantageuse. Ces gains de croissance, c'est moins d'État-providence et un secteur privé moteur de l'émergence. Je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le chef de la délégation sénégalaise que je vous invite à applaudir de nouveau. Nous allons d'ores et déjà continuer et entrer de plein pied dans la conversation sur les opportunités d'affaires au Sénégal, ainsi que l'environnement qu'on retrouve au Sénégal pour les investissements. C'est un panel qui sera très intéressant et qui sera modéré par M. Abdoulaye Ly, qui est le directeur de la promotion des investissements, et qui donc va pouvoir accompagner les ministres, donc M. Aziz Tall, ministre chargé du suivi du plan Abdoulaziz Tall, pardonnez-moi, ministre chargé du suivi du plan Sénégal émergent, M. Thierno Alassane Sall, qui est ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, M. Muntagassi, qui est le directeur général de l'APIX. Et pour introduire ce panel, j'ai le grand plaisir d'appeler donc M. Abdoulaye Ly, qui lui-même appellera Mme Mbaye, qui dira un mot introductif. Sous vos applaudissements, merci. Merci, madame. Donc, le programme du jour appelle des exposés sectoriels sur ce qui structure le climat des affaires au Sénégal. Et dans cette perspective, nous avons souhaité aménager une feuille de route qui permettra à l'assistance de mieux saisir ce qui se fait au Sénégal dans les domaines clés, à la fois dans une perspective holistique qui appelle tous les secteurs. Et c'est le travail du directeur général de l'APIX qui va tout à l'heure vous entretenir de ce qui sera fait, ce qui a été fait en matière d'environnement des affaires, ce qui a été fait en matière de réforme, quels sont les facteurs d'attractivité, les filières d'opportunité au Sénégal et surtout dans quelle perspective nous nous projetons pour le futur. À la suite de ça, avant cela, bien sûr, vous aurez droit à un discours introductif de Mme Khoudia Mbaye, ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État. Monsieur le ministre Abdoul Aziz Tall, auprès du président de la République, chargé du suivi du plan Sénégal émergent, vous parlera des axes fondamentaux du PSE et du mode de gouvernance qui a été défini pour garantir son efficacité. Monsieur Thierno Alassane Sall, qui est le ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, qui est vraiment le bienvenu au Canada, parce que compte tenu de la vocation canadienne à la matière, vous parlera de son secteur et des politiques qui sont envisagées en la matière. Et après cette session d'échange et d'exposés successifs, il a été envisagé de vous permettre de poser des questions, de poser vos interrogations sur le Sénégal. Et les ministres sont là pour répondre à ces interpellations ou éventuellement désigner quelques-uns de leurs collaborateurs ici présents, dont moi-même. À cet égard, j'attire votre attention sur la présence de quelques experts qui seront d'une grande utilité pour notre journée. Outre le directeur général de l'APIX, vous avez ici le directeur général des impôts et domaines, celui qui s'occupe des terres et de la fiscalité. Vous avez le directeur général de la planification et des politiques économiques, qui est le creuset de tout ce qui est champ opérationnel et recherche et conjoncture sur le Sénégal. M. Pierre Ndiaye, le directeur général des impôts et domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Vous avez le conseiller technique principal du ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, Cheikh Mademba Bitey. Vous avez le directeur général de l'Agence de l'informatique de l'État pour tout ce qui est technologie de l'information et des communications, ainsi que téléinformatique de l'État, M. Cheikh Bahoum.
Vous avez également d'autres personnes, comme le conseiller technique du ministre des Finances, M. Ange Mankabou. Vous avez d'autres et d'autres qui seront vraiment d'une grande utilité. Djali Gueba, qui est là, qui est conseiller du ministre des Finances également. Vous avez le personnel de l'APEX également, qui se positionne comme support logistique. Donc vous avez un plateau fourni au sens institutionnel, au sens opérationnel, au sens décisionnel, pour vous apporter toutes les questions auxquelles vous aurez légitimement droit. Voilà, sur ce, j'invite Madame le ministre à venir prononcer le discours introductif. Merci. Rebonjour, chers tous. Quand Madame Bey montait tout à l'heure, et même Madame Gerba, je les enviais quelque part, parce que je constatais que leurs jambes étaient encore assez jeunes et assez fortes. Je les encourage. Alors, je ne sais plus trop quoi dire après le petit mot qu'on a prononcé tout à l'heure et après l'introduction du chef de délégation. Je pense que l'essentiel de ce que j'aurais pu dire l'a déjà été. Sinon, renouveler évidemment les félicitations pour la belle initiative de Madame Gerba avec Africa Expansion. Elle, c'est Expansion... Africa Expansion, c'est elle. Ensuite, Africa Forum. Et tous les partenaires qui l'accompagnent dans cette belle initiative qui donne l'opportunité à des pays comme le Sénégal de venir dialoguer, échanger des expériences et, disons, dévoiler toutes les opportunités d'affaires aujourd'hui, précisément entre le Sénégal et le Canada. Vous le savez, ce forum intervient dans le contexte, je l'ai dit tout à l'heure, de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Cette idée du Sénégal conçue avec l'ensemble des Sénégalais et qui pose des repères, qui trace une voie pour aller à l'émergence en s'appuyant sur des piliers déclencheurs, des piliers moteurs sur lesquels M. Mountagassi, DG de l'APEX, reviendra tout à l'heure. Mais je voudrais rappeler quel est le contexte dans notre pays, dans nos pays en général, où le potentiel économique est énorme, il existe depuis longtemps, il est confirmé maintenant, et où on a encore un effet marqueur important qui est, disons, l'importance de la population jeune dans nos pays. Ce qui induit des efforts d'éducation, des efforts de formation, ce que M. le Président de la République a concentré dans l'axe qui est développement du capital humain. Et évidemment, à un moment où les ressources doivent être produites par précisément ces entrepreneurs, ces producteurs de richesse qui sont les patrons de l'économie dans des structures fortes, mais surtout dans les PME-PMI qui portent la croissance dans tous les pays du monde. Nous ne pouvons pas développer la croissance, nous ne pouvons pas développer nos pays si nous n'investissons pas dans ces structures qui forment la valeur ajoutée. Et ne serait-ce qu'à prendre le cas de l'agriculture aujourd'hui, pilier moteur, nous constatons que, bien évidemment, dans un contexte où il faut faire de l'autosuffisance, il faut produire du riz, nous avons les aménagements, nous avons quelque part la production, mais nous avons tous les défis de la transformation et tous les défis de la qualité. Nous avons parlé dans l'espace où nous étions tout à l'heure avec
les femmes, justement, des besoins de normalisation, d'injection de normes dans les produits et dans les activités des femmes. Je pense que c'est une question globale qui interpelle nos économies. Et évidemment, il nous faut trouver les articulations nécessaires entre les besoins de production, les besoins de croissance et les besoins de formation, d'où l'adéquation entre les deux. Je crois savoir que récemment, M. le ministre en charge de la formation professionnelle a séjourné au Canada justement pour apprendre de l'expérience de ce pays. Bien entendu, nous parlons aussi dans un contexte où la francophonie a pris forme et a observé un tournant lors du sommet de Dakar, avec la stratégie économique qui a été développée et dans le cadre du premier forum économique que nous avons tenu à Dakar et qui non seulement va être institutionnalisé, mais porte quand même, disons, tout le projet et tout l'engagement d'une structure qui passe de l'institutionnel, du politique à l'économique, disons, en voulant utiliser ce vecteur linguistique comme vecteur de développement, et cela aussi, et de développement inclusif. Ça aussi, il est important de le noter. Nous parlons dans un contexte également où nous allons avoir en France, en décembre, la COP 21 pour la Convention sur le changement climatique qui porte tout l'enjeu du développement durable dans le monde et où aucune économie ne peut, disons, se dissocier des autres. Il n'y a qu'à voir les événements au Sénégal ces derniers jours avec la houle qui a beaucoup secoué la côte, notre belle côte, où nous avons également un des piliers dans le hub service. Le tourisme est important et c'est le tourisme et la pêche qui sont attaqués par ces phénomènes naturels. De telle manière que, évidemment, il s'agit aussi de voir comment le Canada, pays pas froid, mais pays où les températures sont importantes, elles sont très basses, comment nous pouvons capter un véritable flux touristique qui viendrait alimenter, évidemment, ce pilier du plan Sénégal émergent en termes de, disons, de flux touristiques, mais probablement en termes aussi d'investissement dans la ligne aérienne, dans la transformation positive de cette direction-là. Nous avons ici un ancien ministre des transports aériens et évidemment, nous devrions réfléchir à comment non pas seulement internaliser les efforts et les connaissances que vous avez au plan du secteur minier, mais comment le transport aérien pourrait être appuyé, développé, en tout cas comment la réflexion doit être faite pour que une ligne qui relierait Montréal à Dakar pourrait permettre qu'on économise et de l'argent et du temps et des circuits pour arriver chez nous. Bref, il y a, monsieur Sy, il reviendra probablement, un ensemble de dispositions qui permettent d'attirer l'investissement au Sénégal parce qu'au plan institutionnel et au plan réglementaire, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites, y compris dans l'aménagement d'un texte de loi sur les contrats de partenariat qui permet de faire, si vous voulez, un financement par offre spontanée, entre autres, en tout cas pour accompagner ce que nous voulons faire pour les générations futures. Quand on récoltera les fruits, peut-être que certains d'entre nous ne seront plus là, mais il faut que les idées et que les projets survivent aux hommes qui les ont engendrés. Et c'est tout le mal que nous souhaitons à notre président et c'est tout le mal que nous souhaitons
à tous les investisseurs potentiels qui sont dans cette salle et à toutes les dynamiques qui les portent. Je vous remercie. Merci, Madame le ministre de la promotion des investissements, chargée de la promotion des investissements. Elle a posé le contexte. Monsieur le directeur général de l'APIX viendra entrer plus en détail sur le climat de l'investissement au Sénégal. Je vais inviter donc M. Mountagassi à venir pour présenter au public son document. Mais avant cela, Mountagassi est quelqu'un de... Comme il a dit hier, il vient de la diaspora sénégalaise. Il était dans une compagnie en Europe. Il fait partie de ce qu'on disait les Sénégalais de l'extérieur. C'est un ingénieur en électromécanique, doublé d'un financier qui a fait une partie de ses études ici. Il est revenu au Sénégal à la faveur de l'appel de M. le Président de la République à tous les fils de qualité du Sénégal. Il en est un. Vous allez vous en rendre compte. Je vous pose un défi, Mountaga. Hein? Vous allez vous en rendre compte. Il va donc nous présenter l'environnement des affaires. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Oui, je voudrais inviter, je dis bien inviter, je n'ai pas la prétention de demander à monsieur et madame le ministre de bien vouloir s'installer au présidium, s'il vous plaît, ainsi que le prévoit le programme. Oui, le ministre, oui. Madame le ministre, s'il vous plaît. Oui, non, c'est les autres. Voilà, monsieur le ministre, ambassadeur, Excellence, non. Excellence. Voilà, donc c'est parti pour vous. Oui. Merci. Il faut envoyer la présentation. Très bien. Merci. Donc, avec la permission de Madame le ministre de la Promotion des investissements, des partenariats et des téléservices de l'État, nous allons parcourir l'environnement des affaires au Sénégal. Ce qu'il faut retenir en premier, c'est que dès 2012, donc, son Excellence le Président Macky Sall a posé le premier sceau de son magistère sur une ambition de mettre le secteur privé comme porteur de croissance. Il a lancé un programme qu'on appelle le PREAC, c'est le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité sur un horizon temporel de 2013 à 2015. Ce programme s'appuie sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est la simplification et la dématérialisation des procédures administratives. Le deuxième pilier, c'est l'harmonisation de l'environnement juridique et fiscal. Le troisième pilier, c'est la réduction des coûts des facteurs de production. Et enfin, le quatrième, c'est la promotion de l'investissement à fort impact social. Ces 4 piliers ont fait l'objet de mise en place de 4 groupes de travail composés des hauts cadres de l'administration et du secteur privé. Et lors de cette 11e session, une configuration des contraintes liées à l'investissement a fait ressortir 9 éléments majeurs. L'accès au foncier et la maîtrise de l'eau, la maîtrise de l'énergie, donc en quantité et en qualité, les procédures de recouvrement des créances,
le financement des petites et des moyennes entreprises, l'accès au marché pour les PME, la logistique, l'environnement juridique et fiscal, la législation du travail et enfin la réduction des délais de délivrance des actes administratifs. Ces 4 groupes de travail, en 30 mois, ont pu réaliser 46 mesures jugées effectives sur une corbeille de 56 mesures. Du point de vue de la réglementation, le Sénégal, sur les 30 mois, a pu ratifier 3 textes communautaires. Sur le capital minimum, aujourd'hui, au Sénégal, le capital minimum n'est plus exigible pour créer une SARL. Et d'ailleurs, elle se fait en un jour. Le bureau sur l'information du crédit et enfin la protection des investisseurs. Nous avons aussi voté 8 lois sur le code des impôts, donc 2 lois, le code des douanes, la loi PPP sur le partenariat public-privé promulguée en février 2014, permettant aux investisseurs de bider sur des offres spontanées sur les projets majeurs du Sénégal. Et aussi, 11 décrets ont été votés. 11 décrets ont été validés et signés par son Excellence le Président Macky Sall sur l'apprentissage, sur les stages, etc. Et du point de vue des procédures administratives, 5 guichets uniques et procédures fusionnées ont été mises en place sur les permis de construire, l'enregistrement et les procédures liées donc au foncier, le raccordement à l'égout et à l'assainissement, et aussi 6 plateformes électroniques ont été mises en place. C'est donc répondre aux objectifs de dématérialisation et de simplification. C'est dire que ces mesures ont permis aussi d'avoir une évolution de l'attractivité du Sénégal au niveau du doing business en 2015, c'est-à-dire le DB 2015, où le Sénégal a gagné 10 places lors du dernier classement. Mais en effet, le Sénégal est le 5e meilleur réformateur au monde. Ce qui a permis, en 2014, d'avoir des performances exceptionnelles. Et la perspective de 2015, c'est de faire les mêmes résultats en 2014. J'ai dit tantôt aussi que l'évolution de ces mesures a permis d'avoir une évolution positive, tendancielle, de l'investissement privé au Sénégal. Nous avons 233 milliards de francs CFA sur la période 2008-2011, tendance positive sur laquelle est venu s'ajouter 238 milliards pour la période 2012-2014, avec donc un objectif où on a atteint 1419 milliards de francs CFA d'investissement privé. Et la perspective 2015, c'est d'atteindre les 1577 milliards de francs CFA. Donc à date, les mesures de l'amélioration de l'environnement des affaires, de l'augmentation de l'attractivité du Sénégal, on voit bien qu'il y a un impact sur l'investissement privé. On ne s'arrêtera pas là, parce que ces mesures, sur une première année, s'appuient sur une vision. C'est le plan Sénégal émergent. Région par région, secteur par secteur, semaine après semaine, partout et en profondeur, le plan Sénégal émergent transforme notre pays pour le rendre plus fort, plus compétitif et plus solidaire. Éducation, enseignement supérieur, emploi, habitat, agriculture, santé, industrie et services, tourisme, infrastructure, énergie. Dès aujourd'hui, de grands projets structurels et des réformes sans précédent façonnent les contours d'une nouvelle nation profitable à tous et permettant à chacun de s'éduquer, de se nourrir, de se soigner, de travailler, de s'épanouir et de se projeter dans l'avenir. Jeunes, moins jeunes, anciens, votre pays, notre pays, le Sénégal dispose à présent de tous les atouts de son développement. Paix, démocratie, croissance, jeunesse, soutien international. Ajoutons à cela la confiance et prenons part à l'émergence.
Nous voulons une société plus juste et plus inclusive. Une société qui donne à chacun de ses enfants, quelle que soit son origine sociale, la chance de réaliser son rêve par une éducation et une formation de qualité répondant à ses ambitions et à ses aptitudes. Cette vision, c'est le plan Sénégal émergent. C'est un nouvel élan du Sénégal qui a pour ambition la transformation structurelle de l'économie sénégalaise avec une société solidaire dans un état de droit. Et s'appuie aussi sur une batterie de projets, les 27 projets phares du plan Sénégal émergent et les 17 réformes phares. On l'a dit hier, les réformes phares constituent le matelas d'attractivité de l'environnement des affaires au Sénégal. Ces 27 projets phares, pour articuler leur contribution au taux de croissance du PIB, ont été opérationnalisés par une décomposition en 3 vagues. La première vague de 17 projets phares a été lancée en mai 2014. Une deuxième vague de 7 projets phares a été lancée en décembre 2014 et janvier 2015. Retenez simplement que l'impact de l'articulation intelligente de la mise en œuvre de ces projets justifie le bond significatif du taux de croissance du PIB sénégalais qui était à 1,9% en 2011. On a fini 2014 à 4,7% de taux de croissance du PIB. On a une perspective pour 2015 pour 5,4%. Et les réformes lancées stipulent que l'investissement privé attendu du plan Sénégal émergent est chiffré à 9 116 milliards sur 12 000 milliards de francs CFA, soit le secteur privé est attendu à hauteur de 60% de l'investissement du plan Sénégal émergent. C'est ça qui justifie l'ambition du PREAC, le programme de réforme pour l'environnement des affaires et de la compétitivité. Et c'est dire qu'une batterie de réformes est lancée sur 8 chapitres fonciers, permettant au Sénégal de rendre une copie propre quant à l'attractivité de son environnement des affaires. Et aujourd'hui, le PREAC 2, j'ai dit tantôt que le programme de réforme de l'environnement des affaires et de la compétitivité avait un horizon temporel 2013-2015. Le dernier CPI, Conseil présidentiel de l'investissement, qui s'est tenu le 1er juin 2015, a lancé le postulat du PREAC version 2. Et c'est ce PREAC version 2 qui va travailler sur les 8 paquets qui sont à l'écran. La législation foncière, donc il y a une commission nationale sur le foncier, les zones économiques spéciales, donc c'est les zones dédiées avec les paquets investisseurs, le renouvellement donc des ressources humaines, c'est travailler sur le capital humain, et c'est ça qui permettra de rendre attractif l'environnement des affaires au Sénégal. Je vous invite à écouter l'avis du secteur privé national. Le Sénégal est un pays stable, c'est un pays qui se réforme, nous sommes confiants. Il est important de dire que l'environnement juridique s'est beaucoup amélioré. L'infrastructure de connectivité, le gouvernement est engagé à nos côtés. Vous voyez qu'en 18 mois de mise en œuvre, le Sénégal s'est très bien positionné sur les différentes structures de notation et de classement. Au niveau du Standard & Poor's, le Sénégal est noté B+, B avec une tendance positive, ce qui confère au Sénégal une forte crédibilité de nos politiques de planification économique. Au niveau de Moody's, on est B1 avec une tendance positive qui confère au Sénégal une très bonne tenue de nos comptes publics. Au niveau du forum de Davos, le Sénégal enregistre 3 années consécutives de gains de compétitivité. Au niveau du Mont Ibrahim, le Sénégal fait partie du top 10 mondial. Ça configure au Sénégal aussi une bonne gouvernance démocratique. Au niveau du Doing Business, le Sénégal fait partie des top 10. Il a gagné 10 places l'année dernière. En effet, on est le 5e meilleur réformateur au monde. Au niveau de Transparency International, nous avons gagné 41 places lors du dernier classement, ce qui configure au Sénégal et lui donne le statut de très bonne efficacité de nos organes de contrôle. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci, monsieur le directeur général. On va faire, avec l'autorisation de monsieur et madame le ministre,
On va faire la synthèse à la fin. On a beaucoup de choses à partager avec le public encore au plan de la synthèse. À présent, suivant une logique bien tracée depuis le début, après la présentation du directeur général de l'APIX, je vais demander qu'il plaise à Monsieur le ministre auprès du Président de la République, chargé du suivi du plan Sénégal émergent, de nous entretenir des axes de gouvernance du plan Sénégal émergent et de ses principes fondamentaux. Alors, avant de lui laisser le micro, je précise juste que dans la délégation du Sénégal, nous avons le plus canadien des Sénégalais qui va parler, parce qu'il a fait sa formation académique et universitaire ici même, aux hautes études commerciales de Montréal, option management des organisations et management public. M. Abdou Aziz Tal a été tour à tour directeur général de beaucoup d'entreprises publiques au Sénégal, notamment la Loterie nationale sénégalaise. Il a été président du conseil d'administration de beaucoup d'entreprises auxquelles il a contribué à sauver des difficultés. Et pour couronner sa carrière, le président de la République l'a appelé auprès de lui comme directeur de cabinet pendant plus de 2 ans. Et à la suite de ça, il a été chargé de monitorer ce que le président de la République a de plus précieux comme programme économique, c'est le plan Sénégal émergent. Je vous demande de l'applaudir et de l'écouter. Je vous remercie, M. Ly. Je voudrais saluer l'assistance, Madame le ministre, M. le ministre de l'économie et des finances qui s'est fait excuser, Excellence, M. l'ambassadeur, et l'ensemble des membres de la délégation, notamment mon collègue et ami, le ministre Thierno Alassane Sall, ministre en charge de l'énergie, et l'ensemble des membres donc, de la délégation, aussi bien ceux qui sont de l'APIX, de la délégation sénégalaise au niveau de l'ambassade, et de tous les Sénégalais et étrangers qui sont là avec nous. Je voudrais également saluer Mme Amina Gerba pour la qualité de l'organisation de ce forum. Il est vrai, M. le ministre de l'économie et des finances l'a dit tout à l'heure, en toute chose, il faut toujours apprécier selon le début et la fin. Et je pense qu'à quelques minutes de la clôture de ce forum, nous pouvons avoir l'espoir qu'à la fin, nous pourrons dire que ça aura été un très franc succès. Cela dit, je voudrais une fois encore remercier très sincèrement M. Mountagassi pour sa très belle présentation qui généralement d'ailleurs me dispense de revenir sur les éléments, le contenu du plan Sénégal émergent. Bien souvent, on considère que le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent doit assurer la promotion du plan Sénégal émergent. C'est une confusion relativement malheureuse, dans la mesure où dans les attributions qui me sont confiées en tant que ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent, je pense que le mot suivi est extrêmement important. Je suis chargé du suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent, mais pour ce qui concerne principalement la promotion du plan Sénégal émergent, nul ne peut le faire mieux que l'agence qui est chargée justement de la promotion des investissements, et également en ce qui concerne donc l'aspect marketing. Et nul ne peut le faire mieux que le ministère de l'économie, des finances et du plan, qui a la charge du financement du plan Sénégal émergent. Et aujourd'hui, 95% du budget du Sénégal est aligné au projet du plan Sénégal émergent. Mais le président de la République a pensé qu'il ne pouvait pas avoir un projet d'une si grande ambition et le laisser se dérouler sans pouvoir disposer d'un outil de contrôle, de suivi, de monitoring. Et c'est la raison pour laquelle il a créé auprès de lui une structure
appelé Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, avec à la tête un directeur général, et qui est sous l'autorité d'un ministre, en l'occurrence moi-même, chargé donc du suivi de l'exécution du plan Sénégal émergent. Donc voilà le dispositif qui a été mis en place pour la gouvernance du plan Sénégal émergent. De quoi il s'agit? Plus précisément, le plan Sénégal émergent, Mountaga l'a dit suffisamment, et je pense qu'il n'y a pas lieu de revenir là-dessus, est une vision qui est une vision assez innovante par rapport à tout ce que nous avons eu jusqu'à présent en matière de politique publique. Lorsque le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, nous avions 3 stratégies en matière de politique publique. Il y avait la stratégie de croissance accélérée, il y avait la stratégie nationale de développement économique et social, et il y avait également le programme par lequel il avait conquis les Sénégalais, qui s'appelait le Yonou Yokote, et dont la traduction d'ailleurs en définitive devrait se retrouver avec la même appellation que l'émergence. Il a pensé que pour une meilleure rationalisation justement de cette politique publique, l'idéal était de rassembler, de réunir donc, toutes ces politiques-là en une seule, de les fusionner et d'avoir un seul et même référentiel en matière de politique publique. Il a mis les moyens qu'il fallait pour qu'on en arrive à ce résultat. Et personnellement, j'ai eu la chance, au moment où j'étais son directeur de cabinet, de suivre justement la mise en œuvre de ce plan, la conception même, je dirais, de ce plan Sénégal émergent à travers une structure qui avait été créée au niveau du cabinet que j'ai dirigé, qui s'appelait le comité d'orientation stratégique, qui a suivi justement l'exécution du projet. Et je dois dire que durant toute la mise en œuvre de ce projet-là, c'est-à-dire toute la conception de ce projet, le président de la République, le président Macky Sall, a suivi de façon régulière les activités et les travaux qui ont été menés à cet effet. Donc finalement, tout cela a débouché sur le plan Sénégal émergent que mon jeune frère Mountaga a présenté et continue de présenter si brillamment au niveau de toutes les instances. Mais on ne peut pas avoir donc un dispositif de cette nature sans avoir, disons, des garanties pour nous permettre de dire que les investisseurs, par exemple, qui vont venir au Sénégal, les projets dont Mountaga a parlé tout à l'heure, à savoir les 27 projets phares et les 17 réformes phares, ont besoin d'être suivis de façon régulière et de faire la remontée auprès du président de la République pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de dysfonctionnement, en tout cas d'obstacles qui puissent être de nature à retarder ou même quelquefois à remettre en cause l'existence la mise en œuvre de ce plan ambitieux qui est le plan Sénégal émergent. Comment fonctionnons-nous? Donc, la structure qui s'appelle donc le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a des relais, des ramifications, des contacts au niveau des ministères, ce qu'on appelle les ministères sectoriels chargés de la mise en œuvre des projets qui sont intégrés dans le plan Sénégal émergent. Je donne un exemple. Au niveau, par exemple, de l'énergie, nous avons M. Bitey, qui est chargé donc du volet énergie, c'est-à-dire du projet énergie du plan Sénégal émergent, et qui travaille étroitement, qui rencontre étroitement, de façon régulière, au bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, de l'évolution de tous les projets concernant l'énergie. Si vous allez au niveau de l'agriculture, également, il y a un chef de projet qui rencontre régulièrement de l'évolution de l'état d'avancement des projets agriculture au niveau du bureau opérationnel de suivi. Si vous allez au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, idem, il y a un chef de projet. Donc nous avons
toute une ramification au sein de l'administration qui donne lieu à des rencontres régulières entre les chefs de projet et les responsables au niveau du bureau opérationnel. Alors, chaque semaine, ces chefs de projet font la remontée de l'information sur l'état d'avancement de leur projet au niveau de mes services, donc au niveau du bureau opérationnel de suivi. Moi-même, j'organise à la veille du Conseil des ministres, même 2 jours avant, une rencontre au cours de laquelle toutes ces remontées-là me sont présentées. Nous en faisons une synthèse à travers un document qui est présenté régulièrement en Conseil des ministres. Mais à côté de ce document, également, je fais des commentaires qui sont destinés exclusivement à M. le Président de la République. Et en Conseil des ministres, il y a une communication systématique du ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent qui lui permet, donc, cette communication-là, de rendre compte à la fois à M. le Président de la République et aux ministres qui sont concernés de l'état d'avancement, des problèmes que nous rencontrons et de tout ce qui est de nature à pouvoir créer des obstacles. C'est également, naturellement, un lieu de dénouement de conflits qui peuvent exister, soit entre les départements ministériels, ou de règlement de situations difficiles qui sont de nature à compromettre l'exécution de ces projets. Voilà le dispositif donc, qui a été mis en place et qui aujourd'hui nous permet véritablement de suivre de façon régulière l'état d'avancement du projet. Je pense qu'à partir de cette position, je suis à même de pouvoir donc à chaque moment dire à M. le Président de la République à quelle étape nous nous situons aujourd'hui par rapport à l'exécution du plan Sénégal émergent. Nous avons également un autre rôle de règlement de conflits. Par exemple, il peut arriver que certains investisseurs qui arrivent au Sénégal et qui ont quelques difficultés à mettre en œuvre leur projet s'adressent à nous. À partir de ce moment-là, nous intervenons directement au niveau des structures qui sont concernées pour leur permettre justement d'apporter un dénouement aux problèmes qu'ils rencontrent dans le cadre de du fonctionnement de leur structure. Voilà de façon générale ce que nous faisons au niveau de notre structure. Et c'est donc pour vous donner une idée de l'importance que le Président de la République accorde à ce plan Sénégal émergent, qui ne doit pas être tout simplement une structure, disons, un vœu pieux, mais c'est une structure, c'est un plan, c'est une vision par rapport à laquelle il a, disons, le souci quotidien de voir comment ça évolue. Et même, je dois dire qu'entre les conseils des ministres, il m'arrive très souvent de rendre compte à M. le Président de la République de certains points de difficulté ou de dysfonctionnement qui existent et par rapport auxquels, avant que l'autre conseil n'arrive, il peut prendre son téléphone ou en tout cas prendre des mesures qui sont de nature à pouvoir régler les problèmes. Voilà un peu donc ce que nous avons comme mission au niveau le rôle que nous jouons dans l'exécution du plan Sénégal émergent. Naturellement, quelquefois, ça peut paraître un rôle un peu ingrat dans la mesure où souvent vous êtes dans une situation de mettre en exergue des difficultés qui sont liées à l'exercice des activités au sein des départements de vos propres collègues. Et ça peut paraître quelquefois un peu difficile. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Mme Lagarde, quand elle est venue à Dakar, m'a tout simplement qualifié de gendarme du PSE. Et je pense que c'est un rôle assez difficile, mais quand même qu'il faut gérer comme avec les diplomates, monsieur l'ambassadeur. Donc, quelquefois, discuter, échanger avec ses collègues avant de pouvoir, n'est-ce pas, présenter, parce qu'il peut arriver que les problèmes ne soient pas forcément liés à des négligences ou à des manquements de vos collègues, mais que ça soit lié à des situations par rapport auxquelles ils n'ont pas forcément les moyens d'apporter des solutions. Voilà donc ce que je voulais dire un peu pour expliquer le rôle que je joue dans le cadre du PSE. Et je voudrais remercier l'ensemble de mes collègues véritablement qui m'ont facilité le travail à travers la mise à disposition régulière des informations fiables par rapport auxquelles, aujourd'hui, je peux dire que nous sommes vraiment sur la bonne voie en matière de réalisation du plan Sénégal émergent. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le ministre. Ça a été très clair. À présent, c'est au tour de Monsieur le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Avant cela, je voudrais présenter Monsieur le ministre, qui est ingénieur de l'aviation civile. Il a également un diplôme d'ingénieur multidimensionnel de Tunis. Il a été tour à tour cadre de l'ASECNA, dans le cadre du contrôle de l'aviation civile. Chef de département, il a capitalisé 22 ans d'expérience là-bas. Il a été, à l'avènement du président Macky Sall, directeur général de la principale agence de gouvernance des télécommunications au Sénégal, c'est l'ARTP. Par la suite, il est devenu ministre des Transports et des Infrastructures, avant récemment de se voir confier le portefeuille très stratégique de l'énergie et du développement des énergies renouvelables. Monsieur le ministre. Messieurs les ministres, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, je voudrais essayer d'illustrer à travers le secteur de l'énergie les différents exposés, les différentes réformes qui ont été introduites récemment dans le sillage des réformes qui ont été menées au Sénégal depuis plus de 20 ans et qui assurent au Sénégal l'image d'un pays stable, d'un pays qui cherche de manière lucide et ambitieuse à réaliser son développement. Le secteur de l'électricité est un secteur important dans le développement d'un pays. Et il faut dire que qui parle d'électricité en Afrique garde l'image de difficultés à assurer une fourniture correcte. L'électricité, c'est l'eau, les infrastructures de manière générale, des difficultés assez importantes. Et je voudrais dire assez rapidement, dans le domaine de l'électricité, mais de l'énergie de manière générale, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Tout d'abord, au niveau des cadres institutionnels et des réformes, je dois dire très rapidement, je l'ai dit ici hier, que le Sénégal est un pays où ce qui a été dit en matière de stabilité, de gouvernance, etc., peut être très parfaitement saisi à travers le secteur de l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes passés, depuis une dizaine d'années, d'un monopole d'État en matière de fourniture, de transport et de distribution de l'électricité à une libéralisation progressive du secteur. C'est-à-dire que le principal opérateur qui était un opérateur public et qui le demeure, même si c'est une société anonyme, qu'il demeure, ne construit plus de nouvelles centrales. On a mis en place un cadre qui permet à des privés de produire de l'électricité et de vendre au distributeur public qu'est Sénélec, qui est la société d'État, qui, pour l'instant, donc, se cantonne au domaine du transport et de la distribution. Mais ces secteurs pourraient, dans l'avenir, subir aussi des transformations qui pourraient introduire la libéralisation. Donc, depuis plus d'une dizaine d'années, nous avons une expérience solide. Et je dois dire que sous ce rapport, il n'y a pas de difficultés majeures que les privés ont connues, puisque les contrats sont en train d'être exécutés dans des conditions très correctes. Il n'y a pas de litige particulier à relever. On a également, donc on a 2 ou 3 contrats qui sont en cours, qui durent depuis quelques années. On a également en cours des projets qui vont s'achever très bientôt, dont une centrale qui va être livrée en décembre, une autre en mai prochain, qui sont le fait de producteurs privés. Si donc des producteurs privés indépendants venant de divers pays prennent le pari de venir s'installer au Sénégal, c'est que, comme je l'ai dit, on dispose d'une expérience assez solide en matière de libéralisation de ce secteur. Il n'y a pas de contentieux qui ne puisse être résolu de manière très claire par les voies les plus indiquées et tout se passe relativement correctement et nous sommes en train d'évaluer d'ailleurs cette expérience-là pour l'enrichir davantage, la rendre davantage le pays plus attractif parce que nous sommes en train d'envisager un plan de production d'énergie qui est
extrêmement ambitieux, à la fois dans le volume des investissements et des centrales qui vont être réalisées, mais aussi dans la qualité de ce qui va être fait. Volume, c'est-à-dire que nous voulons avoir des centrales qui nous amènent à quasiment quadrupler notre capacité actuelle à l'horizon 2022. Ça veut dire que des efforts importants doivent être faits dans ce domaine-là, mais également à varier, à ne plus dépendre que du thermique, mais à introduire des énergies renouvelables. Sous ce rapport, le Sénégal dispose d'une expérience, d'ailleurs l'une des peut-être toutes premières en Afrique, d'énergie hydroélectrique fournie à partir d'une coopération multi-étatique du Sénégal, Mali, Mauritanie, à travers ce qu'on appelle l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui comporte d'autres volets, mais ce qui nous intéresse actuellement, c'est le volet énergie électrique. Donc nous avons cette expérience de l'énergie hydroélectrique, mais nous avons un volet hydroélectricité beaucoup plus ambitieux avec l'intégration de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal, etc., dans un organisme beaucoup plus large qui s'appelle l'Organisation pour la mise en valeur de la Guinée. Et cette organisation-là veut utiliser le potentiel hydroélectrique de la Guinée, qui est un des potentiels les plus importants de l'Afrique, puisque nous avons un ensemble de projets dont l'un a été livré et sous l'auspice de la Guinée, c'est la centrale de Caleta, mais nous avons d'autres centrales qui éventuellement pourraient aller jusqu'à 1500 mégas d'ici les 2, 3, 4 prochaines années à venir. Donc, en résumé, pour ce qui est de la production, nous avons, comme je l'ai dit tantôt, un programme assez considérable en volume, mais aussi en qualité, puisque nous allons introduire aussi l'éolienne. Nous avons un projet de centrale éolienne, contrat signé avec des partenaires privés. Ça se passe, c'est en train de se dérouler correctement. Nous avons des centrales à charbon que nous voulons introduire. Je sais que le charbon n'a pas que des amis, mais si nous voulons avoir, malgré tous les efforts que nous avons faits, si nous voulons réduire le coût de l'électricité et disposer d'une électricité de qualité et compétitive dans la sous-région, nous sommes, j'allais dire malheureusement, mais nous sommes dans l'obligation d'utiliser le charbon. Mais dans les conditions aussi de critères de prise en compte des impacts sur l'environnement qui sont très stricts. Sous ce rapport-là, il n'y a pas de crainte particulière à avoir. Et notre première centrale charbon est en train d'être construite à l'heure actuelle, avec quelques difficultés qui sont moins le propre du Sénégal, mais le propre du mode de partenariat des actionnaires qui étaient engagés dans le projet. Et la preuve que nous avons cette expérience d'essayer de produire et de gérer ces rapports avec les privés, c'est que nous les avons accompagnés pour que les actionnaires qui avaient quelques difficultés puissent s'entendre, et l'un s'est retiré, d'autres sont en train de prendre place. Nous sommes en train de les accompagner pour que également ce petit contentieux entre actionnaires puisse, pendant que le projet était en train d'être exécuté, puisse être levé et que la centrale puisse être livrée dans des conditions assez correctes. Si j'insiste sur cet aspect, c'est pour dire que souvent nos pays sont conçus comme des pays où il y a des difficultés parce que la justice est un peu, j'allais dire, pas très indépendante, parce que l'environnement est assez instable, parce que les risques sont très élevés. Non. De l'expérience de notre pays, véritablement sur le rapport de la construction des centrales de manière générale, nous n'avons pas connu de difficultés particulières, et je dois dire que nous sommes aux standards internationaux parmi les meilleurs sous ce rapport, puisque j'insiste beaucoup dessus, le privé qui est venu au Sénégal a des rendements, des retours sur investissement assez corrects, n'a pas de conflit particulier à ce jour. Depuis 1998, il n'y a pas de conflit particulier que l'on sache. Aucune centrale n'a été arrêtée un seul jour parce que pour des raisons ou d'autres, et aucun investisseur ne s'est retiré sous ce rapport-là. Et compte tenu du programme qui a été décrit tout à l'heure, du programme Sénégal émergent, il y aura une forte demande d'électricité qui va être s'exprimer dans les prochaines années au Sénégal. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les investisseurs devaient venir. Cette demande va être aussi articulée par l'électrification du monde rural.
Là, je passe au volet électrification rurale rapidement. Nos différents pays sont aussi frappés par ce retard du monde rural sous beaucoup de rapports dans les services de base, notamment l'accès à l'électricité. Je voudrais dire 2 axes pour bien expliquer pourquoi nous avons un programme ambitieux d'électrification rurale. Premièrement, une certaine façon de voir les choses, c'est que on part du business plan, on essaie de voir est-ce que le monde rural a des revenus capables d'attirer ou de faire en sorte que nos paysans puissent payer, nos agriculteurs de manière générale puissent payer l'électricité et puissent s'abonner, en tout cas représenter une clientèle très attractive. Venant du domaine des télécommunications, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, M. Lee, le même problème s'est posé à l'introduction du cellulaire et j'allais dire, de la volonté de nos États d'accroître l'accès des télécommunications dans le monde rural. Au début, tous ceux qui ont fait des business plans, qui sont basés sur une vision classique des choses, se sont aperçus au bout de 3, 4, 5 ans qu'ils s'étaient complètement trompés et que l'avenir des télécommunications, en tout cas la montée et la percée des télécommunications en Afrique, était beaucoup plus fulgurante et beaucoup plus intéressante que tout ce qui donnait à être vu à l'époque où on faisait les plans là. Et ceux qui sont venus 4-5 ans après pour essayer de se positionner sont venus trop tard. Les portes étaient fermées, il y avait de solides opérateurs qui s'étaient installés. C'est le cas du Sénégal où Sonatel est passé quasiment d'un chiffre d'affaires dans les années 96 de moins de 100 milliards à plus de 800 milliards. Et les rendements, la rentabilité de l'action de Sonatel aujourd'hui est l'une des meilleures dans le monde. Et je pense que c'est des actions très, très courues et c'est une société qui se serait vendue si c'était à vendre dans des conditions. C'est un peu la situation qu'on va vivre dans le domaine de l'électricité moi j'en suis convaincu et si m'en réfère à l'expérience que j'ai. Le monde rural sénégalais va être transformé pour 2 raisons, parce que nous avons, comme l'a indiqué M. Muntagassi dans le PSE, un volet agricole important. Et nous sommes un pays qui a 3 grands fleuves. Un pays dont l'essentiel de la consommation en matière agricole vient des importations. Nous avons décidé de changer ces choses sous l'impulsion du président qui, l'État sénégalais, premier investisseur, met dans l'agriculture, dans l'aménagement des périmètres irrigués, beaucoup de ressources. Et nous avons décidé donc d'ici 2017 à être autosuffisants en riz. Et toutes les tendances actuelles prouvent que nous sommes sur la bonne voie. Mais autosuffisance de manière générale aussi dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, ou en tout cas des percées assez importantes. D'énormes ressources y sont consacrées. L'agriculture chez nous, irriguée, se fait essentiellement au jour d'aujourd'hui en utilisant comme source pour les motopompes, pour l'irrigation, le gasoil. Nous pensons que l'utilisation de l'électricité, c'est-à-dire amener l'électricité sur les périmètres irrigués, va pouvoir réduire fortement les coûts de production. Les chiffres que nous avons dont nous disposons nous disent qu'il y aura au moins sur le volet charge énergétique une réduction de 100%, de 50%, d'une division par 2 des charges irrelatives. Également pour la transformation des produits, puisque le monde aujourd'hui, les consommateurs de Dakar, de Saint-Louis ou d'ailleurs, veulent le riz ou la présentation des produits agricoles de même qualité que ceux qui viennent que les produits qui viennent de l'extérieur. Donc il faudrait des unités de transformation, des unités de conditionnement qui sont aussi gourmandes en ressources électriques. Ce que je veux dire rapidement, sans trop m'attarder dessus, c'est qu'il y aura une demande solvable d'énergie électrique dans le monde rural. Et une demande qui va également apporter de la richesse, puisque nous mettons à l'abri, si nous utilisons le gasoil, nous sommes très dépendants des fluctuations du pétrole sur l'international, mais si nous utilisons l'énergie, et surtout le charbon ou autre, les énergies renouvelables, nous sommes un peu moins dépendants des fluctuations du charbon, ou beaucoup moins dépendants. Donc, nous allons en même temps créer de la richesse. Le paysan sénégalais devra être un créateur de richesse qui devra donc s'abonner ou pouvoir payer ses factures d'électricité, et le riziculteur, etc. C'est ce qui font de la laiterie, c'est ce qui font du cuir,
vont pouvoir bénéficier de l'électricité dans de bonnes conditions. Et je pense qu'un programme ambitieux est en cours d'électrification rurale qui vise à atteindre une couverture de plus de 60% ou de près de 60% en 2017 contre 30% aujourd'hui. Et des programmes accélérés sont en train d'être mis en œuvre à l'heure actuelle même. Sur le domaine de l'électricité, pour terminer toujours, je parlais tantôt de la production. Il y a d'énormes programmes, enfin des programmes assez ambitieux de transport. J'ai parlé de nos relations avec la Guinée, le Mali et la Mauritanie. Donc il y aura des lignes de transport pour relier tous ces pays à très haute tension. Donc là également, il y a des investissements potentiels. Et comme on a parlé tout à l'heure, il y a des lois et un cadre juridique qui permettent aux investisseurs de venir faire des offres spontanées dans des conditions transparentes, discussions et négociations en bilatéral, pour pouvoir, et dans des conditions, mais j'insiste dessus, transparentes et d'efficacité, pour pouvoir investir dans ces lignes de transformation. On a une enveloppe, un volet global de plus de 2000 km de lignes à 225 kV. Également, notre objectif majeur en ce qui concerne toujours les réformes et dans le cadre de l'électricité, c'est d'améliorer le volet commercial, l'énergie non distribuée, l'éclairage public par voie solaire, de faire en sorte que la société d'électricité soit dans les standards internationaux. Sous ce rapport également, des transformations sont en cours qui pourraient concerner l'apport d'un savoir-faire. Sénélec et les ressources humaines sénégalaises sont assez performantes dans ce domaine, mais je pense que nous avons aussi besoin peut-être d'accompagnement, d'échanges d'expériences pour voir un peu comment améliorer, aller chercher, distribuer le dernier kilowattheure qui n'a pas pu être distribué parce que les lignes de distribution ne sont pas correctes, parce que le système de distribution comporte encore malheureusement un peu de fraude ou de manière générale la gestion de Sénélec peut être améliorée. Donc voilà un peu pour ce qui concerne le volet de l'énergie, de l'électricité. De manière plus globale, le volet des hydrocarbures, le ministre de l'économie en a parlé tout à l'heure. Le Sénégal a, depuis 1952, fait beaucoup d'expériences dans le domaine du forage. Depuis, on a au jour d'aujourd'hui découpé notre pays en plusieurs blocs qui font l'objet de contrats de recherche et de production. Des perspectives assez heureuses se dessinent pour les prochaines années. Nous pensons que là également, c'est le moment peut-être de voir ce qui se passe dans le domaine pétrolier au Sénégal. Je ne voudrais pas être très prolixe sous ce rapport-là parce que l'expérience des pays environnants nous induit à être très prudents, une approche très prudente, mais tout de même, prudence raisonnable et raisonnée parce que des indices laissent à croire qu'il y a des perspectives assez heureuses dans le domaine du pétrole, tout comme dans le domaine du gaz. Et combiné à ce que je viens de dire sur l'électricité tout à l'heure, c'est peut-être le moment de venir voir. Puisque dans 5 ans, comme je l'ai dit pour les télécommunications, si les perspectives du pétrole se développent correctement, si les perspectives du gaz se développent correctement, ceux qui ont pris le pari de venir faire de l'électricité à partir du LNG au Sénégal ou de l'électricité à partir du charbon ou du thermique, et ceux qui ont pris le pari de venir s'installer dans le domaine des pétroles, de la formation, dans l'accompagnement, etc., je pense qu'ils auront des surprises très heureuses d'ici 5-6 ans. Je ne voudrais pas trop insister dans le domaine du pétrole et du gaz, mais je pense que ceux qui suivent l'actualité et ceux qui ne suivent pas devraient s'intéresser un peu plus, savent que nous avons d'énormes indices il y a une forte odeur, comme je l'ai dit hier, qui se dégage un peu. Je voudrais terminer en disant que j'ai été peut-être j'ai survolé un peu rapidement, mais ce qui a été dit sur le plan Sénégal émergent peut s'illustrer à travers le domaine des infrastructures de manière générale. Ce que j'ai dit sur l'électricité vaut pour les routes. Nous avons l'une des premières expériences d'autoroute, puisque mon collègue des transports n'étant pas là, je peux dire 2 mots sur ce rapport. Nous avons l'une des premières expériences d'autoroute à péage.
Beaucoup s'imaginaient que dans un petit pays comme le Sénégal, avec un parc automobile, etc., je pense que ceux qui ont pris le pari d'investir dans l'autoroute à péage, malgré toutes les difficultés et la complexité du modèle à l'époque, ne le regrettent pas au jour d'aujourd'hui. Nous avons une expérience dans le domaine d'un aéroport qui est en train d'être construit sur des bases à peu près identiques. Les télécommunications, j'en ai parlé, beaucoup de gens s'investissent dans l'agrobusiness. Donc, le plan Sénégal émergent vise effectivement à changer tout cela. Et c'est heureux que, sous l'impulsion du ministre en charge du PSE, qu'il soit aussi bien perçu par tous les investisseurs, que ce plan est très suivi et monitoré au plus haut niveau et qu'il n'y a pas beaucoup de risques à ce que, pour des raisons liées à la bureaucratie administrative, comme on dit souvent, qu'il y ait des difficultés particulières parce que, comme il l'a si bien clairement dit, c'est monitoré à son niveau, mais c'est monitoré au niveau du président de la République et il y a un lien, un chef d'orchestre qui essaie de faire en sorte que tous les intervenants étatiques puissent délivrer à temps les différents sous-composants qu'ils doivent délivrer pour que la machine puisse être très rapidement montée et fonctionne et puisse voler comme un avion, puisque me trouvant dans la capitale mondiale de l'aviation civile, j'aime bien terminer sur cette image d'un avion qui roule et qui plane son envol et le Sénégal va décoller, Inch'Allah. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre me fait dire qu'il a été invité par le ministre de l'Économie et des Finances à le rejoindre et que par conséquent, il va devoir se libérer. Dans ce contexte, nous appelons M. Biteye à venir, pas le remplacer, mais s'asseoir à sa place. Moi, j'ai dit, vous êtes diplomate, moi j'ai dit me remplacer. Alors, sur tout ce qui a été dit depuis ce matin, il y a une petite pensée que je voudrais partager avec vous. Elle me vient de l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, M. Michel Camdessus, quittant son poste en 1988, je crois. On lui demandait quel est votre bilan. Il dit que j'ai passé 8 ans au FMI, j'étais venu en architecte, je crois que M. Goudjabi est là. Il dit qu'il était venu en architecte pour construire un système. En partant, il a l'impression d'avoir été un sapeur-pompier. Parce qu'il a passé toute sa vie à éteindre des incendies, des crises. Il dit que c'est lié au fait qu'à côté de l'architecte, il n'y avait pas un gendarme pour surveiller la faisabilité des travaux. Et le PSE, je crois, a très bien compris cette maxime. À côté du système d'architecture qui a conçu le plan Sénégal émergent, il y a un bon système de gendarmerie qui évite de faire intervenir le sapeur-pompier. Voilà, sur ce, j'invite l'assistance. On me dit qu'il faudrait limiter le nombre de questions à 3, malheureusement, pour des contraintes de temps. Le temps n'étant pas extensible, il faudrait limiter donc le nombre de questions à 3 sur ce que vous voudrez exprimer comme préoccupation, comme clarification. Évidemment, la délégation du Sénégal se fera le plaisir d'y répondre sous l'orientation de Madame le ministre de la promotion des investissements. Nous invitons 3 questions. Et nous saluons au passage la présence de M. Mano Dibango dans cette salle. Cette salle. Merci. Alors, il faut faire attention parce qu'il doit surveiller l'exercice du français à Rio prochainement. Permettez-moi juste d'exprimer ma fierté pour mon pays d'origine, le Sénégal, et de féliciter les Sénégalais. Et également de remerciements à l'égard donc du Forum Africa et de Afrique Expansion, de Mme Aminata Gerba et son équipe d'avoir pris le Sénégal comme pays modèle. Je voulais revenir sur un point que Mme Bay a abordé, mais qui n'a pas été développé, c'est la ligne aérienne entre Dakar et Montréal. Cette ligne a été discutée, je parle sous le contrôle de son Excellence, M. Pouy, en 1986, lors du premier sommet de la francophonie,
entre le Premier ministre Trudeau et M. Léopold Sédar Senghor. Et je crois que ça fait bien des décennies de ça. Et comme disait Mme Baye, si on avait cette ligne-là, au lieu de faire Dakar-Paris, faire 6 heures, 4 heures minimum à l'aéroport de Paris et 8 heures Paris-Montréal, on aurait pu faire juste 6 heures ou 7 heures. Et ça ne va pas seulement profiter au Sénégal, mais à toute l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on peut partir de la Guinée, arriver au Sénégal, prendre l'avion, venir en Amérique du Nord. Donc c'est une ligne qui désenclaverait l'Afrique et qui le mettrait en contact direct avec l'Amérique. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a des perspectives dans ce sens-là de ce vieux projet? L'autre, c'est que monsieur le ministre est parti, mais il y a M. Bité qui le remplace. Monsieur Bité a parlé monsieur le ministre a parlé de l'OMS de la Guinée, je n'ai pas très bien compris. Ça m'intéresse parce que justement, j'ai fait moi mon doctorat en sociologie sur les impacts des barrages du fleuve Sénégal sur les populations et les femmes en particulier. Et donc, j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Et pour l'OMS aussi, où en est, il était prévu que le projet de l'OMVS va produire 800 000 gigawattheures, si mes souvenirs sont bons. Où est-ce qu'en est cette production d'électricité qui était prévue pour les barrages du fleuve Sénégal? Et la dernière question, c'est par rapport aux énergies renouvelables. Monsieur le ministre a parlé de charbon, qui n'est pas l'ami des environnementalistes dont je fais partie, mais n'a pas parlé du solaire. Est-ce que l'énergie solaire est envisagée dans le cadre du plan du plan MR du PSE? Merci, M. Ly. Donc, je vais me présenter aussi à Awa Bokarli, sociologue et chercheur, associé à l'Institut d'études des femmes de l'Université d'Ottawa et expert conseil en développement international et en particulier sur genre et entrepreneuriat. Je vous remercie. Merci, Mme Ly. Autre intervenant, s'il vous plaît. Sinon, Bitey a du travail. Elle a posé les 3 questions. D'accord. Oui, allez-y quand même. Allez-y. Donc déjà, je veux infiniment vous remercier. Vous avez fait une excellente présentation avec des chiffres à l'appui. Vous vous présentez, monsieur, s'il vous plaît. Rapidement, mon nom c'est Paul Galiba. Je suis avec Sénéco Plus, qui se veut être le premier portail économique pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc moi, ma question, c'est très simple. C'est sûr, le Sénégal veut de gros investissements, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans les infrastructures. Mais est-ce qu'au fil des années, avec tout cet argent qui va rentrer, il y aura un transfert de connaissances, un transfert de savoir pour que l'horizon 2025, on ne dépende pas tellement de partenariats où est-ce qu'on a besoin du savoir-faire, mais où est-ce qu'on a juste besoin de l'argent et que l'expertise reste au Sénégal. Voilà, merci. Merci. Y a-t-il un autre ou c'est fini? Oui. Oui, allez-y. Merci. Mon nom c'est Kenneth Chadia. Je suis vice-président d'une organisation qui appuie le secteur agricole. L'organisation est basée ici au Canada. Alors, ma question est celle-ci. Dans vos présentations, vous avez parlé de plusieurs piliers en matière du programme Sénégal émergent et dont l'agriculture. L'agriculture qui est un volet assez important. Alors, je voudrais juste savoir quelle est cette vision et comment elle est conduite, et surtout en matière d'intrants agricoles, en matière d'appui aux agriculteurs, l'agriculture familiale qui est un volet quand même assez important aujourd'hui au Sénégal. Pour avoir fait des missions de consultation au Sénégal, je sais de quoi je parle. Donc je voudrais qu'on élabore un peu plus ce volet pour éclairer un peu l'assistance. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour résumer les questions, Madame le ministre, on nous interpelle sur la ligne aérienne Dakar-Montréal, les projets sous-régionaux dans le cadre de l'électricité, notamment OMVS et OMVG, la place des énergies renouvelables, le transfert de technologie, la problématique, comment elle est prise en charge, l'identification des 6 secteurs prioritaires, la place de l'agriculture familiale dans le PSE. Voilà. Donc, pour le problème de l'énergie, j'invite M. Bitey
à apporter des réponses, notamment dans le cadre de l'OMVS et de l'OMVG. Merci beaucoup, M. Ly. Je crois que concernant l'OMVS, on peut dire, comme c'est vanté par tous nos chefs d'État, l'une des premières réussites. Parce qu'aujourd'hui, le barrage de Manantali a commencé à produire ses kilowattheures depuis 2002 et l'énergie est partagée entre les 3 pays que sont le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Et vu le succès qu'on a eu, on a facilement pu construire le barrage au fil de l'eau de Fellou, aujourd'hui qui fonctionne. Et récemment, les chefs d'État ont posé la première pierre concernant le barrage de Guyana. Et ces 2 barrages constituent ce qu'on appelait les ouvrages de seconde génération. Donc c'est après la réussite de la première expérience de Manantali qui aujourd'hui fournit à peu près un productible moyen de 800 gigawattheures qui est partagé avec les 3 pays. Et si on regarde la consommation du Sénégal, cette contribution correspond à peu près à 10% de nos besoins. Donc voilà pour ce qui est de l'OMVS. Maintenant, concernant l'OMVG, comme l'a expliqué M. le ministre tout à l'heure, c'est une organisation également sous-régionale qui est partagée entre le Sénégal, la Guinée, la Gambie et la Guinée-Bissau. Aujourd'hui, tout le potentiel se trouve pratiquement au niveau de la Guinée, à part le barrage hydroélectrique qui sera construit sur le sol sénégalais, qui est Samangalou, pour une puissance à peu près de 200 MW, qui sera partagée également selon une clé de répartition entre les 4 pays. Mais le développement du potentiel hydroélectrique guinéen intéresse beaucoup, dans la mesure où, comme vous le savez, la Guinée dispose à peu près d'une puissance de 6000 MW qui peut alimenter à peu près toute l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, c'est tout le travail, je veux dire, que le ministre est en train de faire pour développer ce potentiel, parce que lui, il croit beaucoup aux énergies renouvelables, comme il l'a exprimé. Et pour répondre, pour bondir sur la question concernant le mix énergétique, ça veut dire que dès son arrivée à la magistrature, le président de la République a demandé de bâtir un plan de production qui est basé sur un mix énergétique qui vise d'abord la diversification des sources de production. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal a été pendant longtemps à la tyrannie du pétrole, où l'essentiel de la production électrique était essentiellement faite sur la base du fioul. Et c'est ce qui a fait chaque fois que le baril montait, on subissait les contre-coups avec des compensations que l'État a versées qui étaient très importantes sur le budget de l'État. C'est pour ça qu'il nous a demandé de bâtir un mix énergétique. Aujourd'hui, si vous regardez ce qui a été projeté hier, demain, quelle que soit la variation d'un combustible ou d'un truc, le Sénégal ne sera plus vulnérable parce que disposant suffisamment de sources qui lui permettraient d'utiliser les sources pour pouvoir mieux optimiser. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Il y a une question particulière sur les 6 secteurs prioritaires du PSE. Je comprends par cette question quels sont les facteurs qui ont présidé à leur choix et quels sont ces secteurs. À cet égard, je voudrais interpeller M. Pierre Ndiaye pour venir nous en parler, s'il vous plaît. M. Pierre Ndiaye est directeur général de la planification et des politiques économiques, un des concepteurs du plan Sénégal émergent. Merci, M. Ly. Je ne vais pas être trop long. Je crois que M. Sy a parlé du plan Sénégal émergent. Je vais juste rappeler peut-être le contexte et comment on est arrivé au choix des 6 secteurs. Alors, quand le président est arrivé au pouvoir, à l'époque, effectivement, il y avait des problèmes d'urgence et donc un ensemble de mesures ont été prises pour parer au plus vite, mais en même temps, il fallait réfléchir sur une stratégie qui pourrait porter le Sénégal très loin. Et donc, il y a un diagnostic très approfondi qui a été fait. Sur la base de ce diagnostic, nous avions identifié un peu là où le Sénégal avait des opportunités assez intéressantes. Et quand on regarde bien, on avait 2 grands piliers. Un pilier sur ce qu'on appelait un peu comment dirais-je, dans l'axe
les éléments qui portaient un peu sur la croissance inclusive. Et donc, après le diagnostic, il y a l'agriculture qui sortait de façon très nette, parce qu'en fait, on a une bonne population qui est dans le monde agricole, on a un potentiel réel dans le domaine agricole, avec des terres arables assez importantes, mais aussi des possibilités d'avoir des barrages hydro-agricoles très importantes au niveau du fleuve Sénégal, ce qui permettrait d'améliorer fortement la résilience par rapport aux chocs climatiques, etc. Donc l'agriculture et l'agrobusiness, effectivement, constituent donc un élément important pour d'abord créer davantage d'emplois et donc avoir une croissance inclusive. Le deuxième aspect, toujours dans la partie inclusivité, c'était l'habitat social. On a un fort déficit en matière d'habitat social. Et vous savez, on dit souvent quand le bâtiment va, tout va. Donc le bâtiment implique beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, en développant davantage sur le secteur du bâtiment, cela pourrait également être favorable à la croissance inclusive. Et le troisième aspect, c'était l'économie informelle. Au Sénégal, je le disais avant-hier, le secteur informel contribue pour 50% du PIB et emploie près de 90%, contribue également à près de 90% des emplois. Donc, on ne peut pas développer une stratégie sans pour autant considérer l'économie informelle. Donc, ces trois éléments, l'agriculture et l'agrobusiness, l'habitat social et le secteur informel, constituaient donc les éléments sur lesquels nous comptions pour la partie croissance inclusive. Mais en même temps, dans le diagnostic, on avait vu que le Sénégal présentait un déficit structurel du compte courant. Et donc, il fallait des actions également pour développer davantage les exportations, mais en même temps réduire les importations pour pouvoir amorcer la tendance baissière de cette tendance. Et donc, en analysant également sur le diagnostic, on a vu qu'on avait un potentiel réel dans le domaine minier. Et donc, sur l'axe favorable au développement des exportations, on avait un élément fondamental sur le secteur minier, mais aussi sur le secteur touristique et enfin sur les services, parce que sur les services d'éducation, sur les services de santé, nous avons un potentiel réel à développer. C'est cela qui a conduit plus ou moins au choix des 6 secteurs qui constituent. Merci. Merci Pierre. Merci. Alors moi, je vais me faire le devoir peut-être de répondre aux 2 autres questions. Ça va permettre d'aller vite. Ce n'est pas ma spécialité, mais je crois pouvoir dire que sur le problème de la ligne aérienne Dakar-Montréal, si le ministre des Finances n'est pas là, c'est parce qu'il s'attelle à cette question. Voilà. Et concrètement, c'est la réponse que je peux vous donner. Dans sa fiche d'audience, la dimension Dakar-Montréal par ligne aérienne est très importante. J'ai vu sa fiche d'audience, c'est de là. Au-delà de cet aspect, il y a d'autres investisseurs qui viennent nous voir pour nous parler de cette opportunité que ça représente pour eux. C'est la ligne aérienne, parce qu'elle est rare, elle représente une filière d'opportunités comme l'énergie. Et donc voilà ce que je voudrais dire rapidement sur cette question. Sur la question du transfert de technologie, nous avons une nouvelle loi, dite loi contrat de partenariat 2014-09, du 20 février 2014. Les dispositions de cette loi sont définies de sorte à favoriser le transfert de technologie. En particulier, quand quelqu'un fait une offre spontanée au Sénégal, il vient, il dit au Sénégal, je veux investir dans ce domaine en PPP, en partenariat avec l'État du Sénégal, mais de manière spontanée, sans que le Sénégal n'ait eu à faire d'appel d'offres. Une des exigences, le critère numéro 1, c'est de s'associer au moins pour 20% avec le secteur privé local. L'idée n'est pas de développer seulement le secteur privé local, mais de permettre également au Sénégal de disposer d'une technologie importée. Il y a l'idée de s'associer des gens qui constituent un pilier du transfert de technologie. L'autre aspect, c'est que vous avez dans la loi, le Code des marchés en général, une disposition qui vous introduit dans le système de production à céder une part de vos droits à l'économie nationale. Ça aussi, ça favorisera le transfert de technologie. Bref, nous avons toute une technostructure qui permet le transfert de technologie et c'est une des préoccupations qui est déclinée dans les politiques sectorielles, dans la loi sur les contrats de partenariat, dans le Code des marchés publics. Si vous voulez, je peux partager plus la documentation avec vous. Je ne sais pas maintenant si le directeur général de l'APIX a quelque chose à ajouter. C'est bon, voilà. Alors, j'ai 1 minute pour résumer rapidement notre journée. Oui, madame, oui, allez-y. Avant que de résumer, je voudrais peut-être pointer quelques éléments que nous n'avons pas
sur lesquels nous n'avons pas eu le temps d'élaborer, qui sont quand même importants. Je pense que le DG de l'APIX, en faisant sa présentation, a parlé de ces nombres de lois et de décrets qui ont été adoptés pour contribuer à l'aménagement de l'attractivité de notre économie. Je voudrais insister en particulier sur l'aspect prise en charge des contentieux pour lesquels des décrets ont été pris et qui permettent aujourd'hui au système judiciaire de prendre en charge des méthodes alternatives de règlement des conflits qui sont particulièrement appréciées par les différents partenaires. Nous n'avons pas assez insisté non plus, mais peut-être l'avez-vous fait avant la journée d'aujourd'hui, sur la gestion budgétaire, non pas seulement les équilibres, mais la qualité de la dépense publique aujourd'hui, qui sont extrêmement importantes, ainsi que sur l'importance du marché sous-régional au niveau de l'UMOA d'abord, du marché au niveau de la CEDEAO, qui est de 90 millions d'habitants, 300 millions d'habitants, et disons de toutes les opportunités ouvertes sur le monde. La question c'est, venez investir au Sénégal. Si vous venez, ce n'est pas seulement le marché étroit du Sénégal, c'est une ouverture sur le monde, c'est une ouverture sur des marchés beaucoup plus importants. On n'a pas insisté peut-être aujourd'hui sur la position du Sénégal, ouverture sur l'Europe, sur l'Amérique, et qui permet, je le disais quand je suis passée ici en avril, d'inonder probablement les marchés européens, canadiens en tout cas, cela nous intéresse pour le moment, de produits qui dépassent les saisons. On a beaucoup parlé de la mangue, l'horticulture, c'est quelque chose de particulièrement important. C'est un secteur porteur du point de vue des exports et donc du point de vue de l'entrée de devises dans notre pays. Et c'est des opportunités qui se retrouvent dans le secteur agricole dont on n'aura jamais assez parlé de l'importance dans le plan Sénégal émergent. Je voudrais terminer sur ceci. Je vois dans la salle des personnes qui ont porté des valeurs, qui sont arrivées assez tôt. On pourrait les appeler des anciens, mais en tout cas, c'était des précurseurs, c'était des pionniers. J'ai le président Babacar Ndiaye à la BAD, j'ai le président Atepa, grand patron. Secteur privé sénégalais, c'est important. Évidemment, on a parlé de M. Dibango qui est arrivé, l'éternel M. Dibango. Et bien entendu, cela signifie que ce sont des gens qui ont cru à l'Afrique, qui ont cru à un certain modèle de développement, mais qui ont porté des valeurs qu'il faut qu'on travaille à faire survivre. Je ne parle pas de l'ambassadeur Paye, que tout le monde connaît, le ministre Paye, n'est-ce pas? Des gens qui ont, disons, qui sont allés avec toute l'énergie, avec toute la fougue, n'est-ce pas? À la fois de la jeunesse et des indépendances qui ont été de grands nationalistes. Et je pense que ces dimensions-là, il faut que les générations d'aujourd'hui les internalisent, s'en inspirent, parce que il y a à la fois de l'humilité dans ce qu'ils ont fait, il y a de la patience dans ce qu'ils ont fait. Il faut construire, et il faut construire de façon intelligente, mais dans le monde d'aujourd'hui, il faut construire de façon rapide. Et donc, moi, le ministère que j'ai l'honneur, ou en tout cas la charge de diriger, promotion des investissements, des partenariats et du développement des téléservices de l'État, me semble assez, disons, intégrateur, transversal et disons, me semble se projeter dans l'avenir. C'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, et il faut que les jeunes mesurent
aujourd'hui, quelles sont leurs responsabilités. Nous avons de jeunes directeurs généraux dans cette salle, des directeurs, de jeunes cadres de toutes les catégories qui ont du potentiel, mais ce potentiel-là, il faut le partager en termes de solidarité intergénérationnelle, en termes de catégories d'acteurs, pour accompagner la volonté politique de ces gens qui passent, mais qui doivent laisser une administration performante, qui doivent laisser, disons, un héritage aux générations du futur qui capitalisent les bonnes pratiques et qui tirent les leçons de nos échecs, des échecs des autres, de manière à peut-être emprunter des raccourcis. C'est ça que je voulais ajouter. Je vous remercie. Nous voici donc à la fin de notre session. Merci. Nous voici à la fin de notre session. Si on doit faire la restitution au chef de la délégation sénégalaise, ce serait insister peut-être sur quelques aspects fondamentaux liés aux réformes de l'environnement des affaires, à travers ce qui a été présenté ici, le PREAC. Il faudrait peut-être insister sur des faits majeurs qui caractérisent désormais la pratique des affaires, comme la procédure fusionnée. Il est quand même intéressant pour un investisseur de venir au Sénégal, à travers une procédure, d'avoir accès à tous les services. Avant, c'était autant de services que de procédures. Ça s'appelle la procédure fusionnée. Il est important de noter la pratique des PPP qui se développe. On a parlé des 27 projets du plan Sénégal émergent. Monsieur le ministre est revenu sur le monitoring du PSE en parlant d'idées de prévenir tout dysfonctionnement et de faire un rapport succinct au président de la République. Sur le plan de l'énergie, on a eu droit à un exposé qui nous a permis de comprendre la politique. Elle est axée sur un aspect fondamental, la transition énergétique par l'implication du mix énergétique, qui confère une place importante au solaire, à l'éolienne, à la biomasse, à l'hydraulique. L'idée, c'est également de mutualiser les efforts sous-régionaux pour réduire les coûts à travers des instances comme l'OMVS, l'OMVG. L'idée, c'est de profiter également de la forte demande pour inviter les investisseurs internationaux à considérer l'énergie comme une filière de rentabilité. Monsieur le ministre a également parlé de la démocratisation de l'accès à l'énergie à travers les facteurs ruraux. Les questions, je reviens rapidement, ligne aérienne Dakar-Montréal, le choix des 27 projets et les 6 secteurs prioritaires, des précisions sur les énergies renouvelables. Voilà, grosso modo, Madame le ministre a terminé tout ça en nous invitant à nous inspirer de nos illustres aînés ici présents, du mode de règlement des conflits commerciaux qui a connu une évolution favorisant des traitements non juridictionnels, c'est-à-dire la procédure non contentieuse. Elle a insisté sur le renouveau de la gestion budgétaire qui est désormais orienté vers un budget pro-business, un budget articulé avec le désir des hommes d'affaires et des opérateurs économiques. Elle a insisté sur les opportunités qu'offre pour l'investisseur l'intégration régionale. 300 millions de personnes dans la CEDEAO, 93 millions de personnes dans le cadre de l'UEMOA, qui partagent donc une seule et unique monnaie. Elle a parlé de l'accès enfin préférentiel à un marché de 2,740 milliards de personnes en préférence, en toute franchise de droits de douane pour toute exportation venant du Sénégal. Voilà, Madame le ministre, je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif. Voilà ce qu'on dira au ministre des Finances. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois que ceci pourrait mettre fin à notre panel. Nous n'avons pas épuisé tous les sujets, mais l'opportunité nous sera donnée dans les couloirs de continuer, et puis tout à l'heure peut-être avec le ministre des Finances. Excusez-moi, je suis vraiment envahissante. Pas du tout, pas du tout. Au contraire, usurpatrice de fonction quelquefois. Vous avez parlé d'inspiration et vous m'inspirez. C'est tout simplement cela. Merci beaucoup. Merci donc. Je vous remercie, Madame Veil. Donc vraiment, je remercie Madame Veil. Je remercie Monsieur Ly pour cette excellente modération et bien sûr, je remercie à nouveau les ministres qui